Il y a quelques années, j'étais commissaire d'une exposition à la Maison Rouge et à la Manufacture de Sèvres qui s'appelait Céramix, sur la manière dont les artistes avaient utilisé la céramique dans l'art du 19e et du 20e siècle. C'était un projet très ambitieux sur 2 lieux, qui d'ailleurs avait ouvert d'abord à Maastricht en Hollande, avec un joli catalogue d'environ 500 pages. Je pense qu'aujourd'hui on ne ferait plus, mais c'était le magnifique partenariat avec mes collègues, les 3 collègues, Manufacture de Sèvres, Maison Rouge et le musée de Maastricht. Et j'avais donc travaillé et découvert cette incroyable histoire de l'utilisation de ce matériau, de ce médium, qui est aussi un matériau qui pense en fait à sa manière, qui pense la sculpture, qui pense le rapport aux arts visuels, et qui a été beaucoup utilisé et pensé par des artistes femmes. Et c'est là où j'ai commencé à croiser mon intérêt déjà très vif pour l'histoire des artistes femmes, leur utilisation de la céramique, le fantasme qu'on en a, c'est-à-dire que les femmes ont été très longtemps, pendant des siècles, cantonnées aux arts appliqués, et le fait que précisément pour cette raison-là, dans les années 60-70, des artistes féministes se sont saisis de ce matériau pour interroger cette histoire-là. Pour dire, ok, il y a cette histoire, ou ce qu'on imagine de cette histoire, comment est-ce qu'on se repositionne par rapport à ce matériau, comment on réécrit de manière critique la manière dont les artistes femmes utilisent la céramique. Donc c'est en fait un matériau qui est dans son signification, qui peut être détourné en fait de manière critique, comme l'ont fait les artistes femmes dans les années 60-70, et comme le font aujourd'hui les hommes et les femmes, dans une sorte de 3e ou 4e degré de ce matériau, pour interroger le genre. Puisque donc, féminisme, première étape, ou disons plutôt, femme art appliqué, première étape, 2e étape, regard critique, féministe le matériau, et 3e étape, comment finalement le genre s'expérimente dans la céramique. Et c'est là où je vais être de nouveau un petit peu personnelle et me tourner vers Elsa Sahal, qui est une des artistes les plus formidables, pour la plus formidable sur cette question du genre et de la céramique, parce qu'elle a travaillé ces 2 questions, la céramique et le genre, de manière radicale, politique, monumentale aussi, et publique. Je pense qu'elle va vous en parler. Et j'ai eu l'honneur et le plaisir d'écrire un livre et un long texte sur Elsa, qui est juste derrière moi, avec une couverture, je pense, assez parlante. Voilà, une sorte de résumé visuel, si j'ose dire. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas vous spoiler le sujet de ce soir. Et simplement pour dire que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'abstract de la thèse de la 2e intervenante de ce soir. J'ai adoré à l'avance ce qu'elle va vous dire, donc je pense que vous allez avoir une merveilleuse soirée, pointue, genrée, céramique. Est-ce qu'il y a un adjectif? J'en sais rien, c'est innovant. Céramique. Voilà. Et là-dessus, je laisse la parole à Mathilde. Bonsoir à tous et à toutes. Merci Camille pour cette introduction qui finalement me permet de faire une sorte d'ellipse dans la mienne, parce qu'il y a beaucoup de choses que Camille a déjà dit. Donc je vais peut-être me contenter surtout de faire des remerciements et de dire quelques mots sur le lieu lui-même. Donc on est à Ewer, à la Villa Vassiliev, qui est l'ancien atelier de l'artiste Marie Vassiliev, qui était une artiste pluridisciplinaire, peintre, décoratrice, créatrice de costumes de théâtre, qui a fait de ce lieu, au début du XXe siècle, un véritable lieu de rencontre, un véritable lieu de fête aussi. Et nous avons envie de s'inscrire à Ewer, donc l'association qui travaille sur les artistes femmes, dans cet héritage, dans ce matrimoine, à travers notre travail quotidien, qui est celui d'un site internet, qui est un répertoire d'artistes femmes, un magazine consacré à la recherche portant sur les artistes femmes, les féminismes, la relecture féministe de l'histoire de l'art, et aussi à travers ce lieu qui est à la fois une bibliothèque, un centre de documentation. Donc vous voyez, on est là entouré en fait des livres, des monographies consacrées à des artistes importantes, dont celle d'Elsa Sahal, invitée ce soir, et aussi des ouvrages critiques, des anthologies, des expositions collectives qui sont plus dans l'espace de nos bureaux, parce que celui aussi sert des bureaux de l'équipe très dynamique
qui occupent ces lieux au quotidien. Alors j'aimerais adresser mes remerciements à nos partenaires de la Fondation Villadatrice Espace Monte Cristo, donc d'abord la fondatrice, Madame Danielle Capel-Marcovici, et son équipe, Maria Junca, chargée de coordination des événements, Marie Astier, chargée de communication, avec laquelle on avait travaillé main dans la main pour organiser l'événement de ce soir, ainsi que mes collègues d'EWER, en particulier Gabriel Delétoile et Katerina Silvanovic, qui ont vraiment conçu cet événement avec moi du côté d'EWER. Et puis voilà, si je voulais redire que cette rencontre s'inscrit dans la programmation et dans le partenariat avec l'Espace Monte Cristo dans le cadre de l'exposition Toucher Terre, qui est actuellement en vue et qui a été curatée à part Pauline Ruiz et Jules Fourtine, qui est là ce soir avec nous aussi. Et peut-être, je vais plus introduire le sujet de la rencontre parce que Camille l'a fait brillamment, mais je vais introduire en revanche nos deux intervenantes. Nicolina Kay, qui est docteur en histoire et civilisation et qui a soutenu une thèse à l'EHESS qui a été publiée récemment sous le titre « L'esthétique des fleurs, Cosmos, Foikilia et Caris », j'espère que ma prononciation est correcte, dans la céramique attique des 6e et 5e siècles avant notre ère. Et donc, Nicolina Kay enseigne l'archéologie et l'art grec à Paris 1 Sorbonne, à l'Institut catholique de Paris et à l'Université de Fribourg en Suisse. Et donc, ses recherches portent principalement, si je peux résumer, sur l'imagerie de la céramique attique. Et ce qui nous intéresse, préoccupe plus particulièrement ce soir, c'est que ces recherches révèlent, par exemple, que les objets céramiques sont aussi des objets érotiques en rapport avec l'expérience de plaisir, notamment dans le cadre des banquets. Donc vous allez nous développer davantage ce sujet de votre recherche. Et donc, à ma gauche, Elsa Saral, une sculptrice française qui vit et travaille à Paris, qui est diplômée des Beaux-Arts de Paris. Vous avez également fait une résidence à Sèvres. Camille a déjà introduit l'importance dans votre œuvre, dans la redéfinition de la céramique et de la place que vous avez donnée dans votre pratique à la céramique autant que sculpture. Donc votre œuvre est présentée très régulièrement dans des expositions individuelles et collectives, dont notamment Céramix, dont Camille Morino était cofondatrice, ou plus récemment des Flammes, l'âge de la céramique au musée d'art moderne de la ville de Paris. Ça fait plusieurs expositions consacrées au médium à la céramique, mais voilà, quand il y a eu Céramix au Bonnenfontaine, Muséum Maison Rouge et Sèvres, c'était quand même très risqué, je pense, comme entreprise, parce que la terre n'était pas considérée comme un médium de la sculpture à part entière, mais plutôt le médium de l'ébauche, un état temporaire avant de gagner un autre matériau plus noble par le biais du moulage, etc. Donc c'est vrai que je pense que c'était en 2015, cette exposition, elle a vraiment contribué à transformer le regard, la perception qu'on a de ce médium, et ça a vraiment changé la place qu'il a. Alors moi, à l'époque, je me souviens que j'avais toujours besoin d'expliquer que même si je faisais de la terre, je ne faisais pas pour autant de la poterie. Aujourd'hui, c'est fini ce genre d'explication, c'est vraiment admis, c'est même devenu très à la mode dans l'art contemporain, voilà, la place de la céramique. Et donc, dans cette exposition, il y avait une série de sculptures de pole dance qu'on voit sur des barres de métal. Et donc, la série des pole dance vertes, je les ai nommées après Les guerrières de Monique Wittig. Et c'est une lecture
c'est une autrice vraiment féministe pour le coup. En ce moment, je suis en train de travailler sur le motif des fleurs et des vases. Et je suis retombée sur ce texte de Wittig, donc, que je n'avais pas lu depuis 2015, qui dit les vases sont debout, les potiches ont attrapé des jambes. Donc on est vraiment sur ce renversement en fait de l'insulte en fait aux femmes qui ne sont que des contenants, qui ne sont pas des femmes en action, qui sont des potiches, des cruches. J'en ai trouvé un autre. Potiche, cruche, gourde, voilà. Donc, alors c'est pas forcément que de la céramique, mais enfin, c'est quand même lié au contenant et la céramique est quand même beaucoup utilisée comme des contenants. Donc, voilà, cette analogie, moi je l'ai travaillée dans une série de sculptures récentes avec des fleurs. Donc, je trouvais que c'était, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais tout d'abord, je vous fais écouter ce texte. Qui est d'une grande sensualité. Alors, je sais que c'est bateau aussi de dire que la terre c'est sensuel, mais moi j'ai choisi ce matériau parce que je trouve ça très sensuel et que j'avais envie d'avoir à la fois dans ma vie, dans ma pratique, dans ma vie professionnelle, de la sensualité et on retrouve très fort dans le texte de Wittig. En fait, qu'on entend mieux quand il est dit plutôt que lu. En fait, c'est comme un chant, en fait, c'est un truc épique, c'est Homère, quoi. Il y a un rapport à l'antique, d'ailleurs, je trouve, dans le texte de Wittig. On ne sait pas à quelle période ça peut avoir eu lieu, je ne sais pas, au 5e siècle avant notre ère, tout comme ça pourrait aussi avoir lieu en 2053, tout comme ce combat féministe qui semble sans cesse à recommencer et toujours voilà, qui est ininterrompu. Et ce qui me plaît en fait, déjà c'est la sensualité, ce que je disais avant, la sensualité de la langue et le côté chant, le côté mouvement en fait. On sent vraiment. Enfin, moi, ça me motive, ça me met en mouvement quand j'entends ça par rapport à mon travail. Ça me donne l'énergie d'y aller, ça me donne de la force. Et je pense qu'on n'est jamais féministe seul, on est toujours féministe à plusieurs. Je trouve que ça aide, pour moi, en ce qui me concerne, pour modeler, pour chercher des formes. Ça m'aide de me nourrir de ce type en l'occurrence de Wittig. Et surtout, en fait, on l'entend dans le texte, elle cherche un langage, elle cherche à changer la littérature, elle cherche à écrire vraiment à sa manière en tant que femme. Et elle est moderne dans le sens où elle veut vraiment inventer une forme. Il n'y a pas que le message politique, le message, l'intention. Il y a vraiment en tant qu'artiste, en tant qu'écrivaine, elle cherche à transformer le monde par les mots. Et moi aussi, à mon niveau, je cherche à inventer des formes en céramique qui n'ont pas été vues avant, qui n'ont pas été modelées avant. Donc j'aime bien être surprise en fait. Voilà. Donc cette série sur laquelle je travaille en ce moment, en fait au départ j'avais voulu faire des vases. Maintenant que la céramique, on a tous compris que ça pouvait être utilisé pour la sculpture, par esprit peut-être de contradiction, je me suis mise à vouloir faire des objets fonctionnels. J'ai voulu faire des vases, des lampes, des consoles, etc. Certains ont marché, beaucoup marché au sens de certaines pièces, j'étais contente de certaines pièces, mais j'ai eu beaucoup de difficultés avec les vases parce que c'était pas étanche. Donc, je me suis lancée dans cette série de vases qui sont des vases debout, des vases qui marchent, qui représentent des corps. Et en fait, je les ai modelés comme un fleuriste. Je me suis abonnée à l'Instagram d'un fleuriste merveilleux qui s'appelle Castor, qui ose faire des compositions. Et je me suis dit, voilà, travailler le modelage, travailler la sculpture comme un fleuriste. Donc je faisais, en l'occurrence là, vous voyez les grandes tiges, je les modelais séparément. Je les cuisais séparément et ensuite je les assemblais. Le vase en céramique
avec les fleurs dedans, c'est pas, j'ai rien inventé. Il y a Patrick Loufran qui est avec nous ce soir, qui a fait aussi toute une série d'ikebana. Dans l'expo Ceramics, dont on a parlé déjà, il y avait aussi un grand vase d'Anne Wenzel. Voilà, c'est pas. Mais moi, j'avais envie de faire cette série de vases comme avec Wittig, avec les guerrières. Et donc, pour retrouver, comme pour disséminer le texte de Wittig, j'ai donné les titres. Tous les titres reconstituent la première page du texte des guerrières. Et je me dis comme ça, le texte va circuler d'une manière un peu différente aussi. Voilà. Donc, c'est voilà, il y a des motifs qui pourraient ressembler aussi à du lichen ou à des algues qui s'accrochent sur les formes, et puis des fleurs comme des nichons, ça c'est et des éléments comme les langues. Bon, il y a toujours cette difficulté à la fois d'évoquer le corps, mais de pas faire quelque chose de trop figuratif. Donc, je joue toujours avec des évocations, des glissements d'un volume à l'autre. Voilà. Et donc, je les ai mises dans l'ordre du texte, qui est donc cette première page, voilà, que tout geste est renversement. L'idée de cette série de vases, c'est de représenter, c'est à la fois de retourner l'insulte dévalorisante de la potiche, de la gourde, etc., et de faire des pots, des vases en action, avec, j'espère qu'elles ont ce côté, peut-être pas trop celle-là qui est statique, mais ce côté conquérant, ce mouvement en fait, qui est à la fois antique et futuriste, que je retrouve moi chez Wittig. J'espère qu'elles ont cette espèce d'élan en fait pour renverser les situations et renverser les représentations, tout en étant quand même des vases avec des fleurs dedans. C'est une sculpture que j'ai faite en 2012, donc, qui était ma première. Voilà, attendez, je vais mettre l'image suivante parce qu'on la voit en entier. Donc en 2012, je fais cette sculpture avec la galerie Papillon pour le jardin des Tuileries, pour la FIAC. Donc c'est une petite, ça représente une petite fille qui fait pipi debout. Elle est très connue maintenant du fait de cette exposition en 2020, l'été 2020, un voyage à Nantes. Alors quand j'ai fait cette pièce-là, je crois que je ne savais pas encore que j'étais féministe. Je pense que dans mon travail, c'était un moment de pivot, parce que j'ai eu quand même beaucoup de chance dans la vie. J'ai un milieu social qui m'a vraiment soutenue, des parents, enfin, voilà. Donc j'ai toujours eu vraiment de la chance. Mais à cette époque-là, je me suis fait virer de mon job de prof à Art Déco de Strasbourg, alors que je venais d'avoir un bébé et un deuxième enfant. Donc là, après mon congé parental, donc là, je me suis dit quand même, il y a un truc différent entre les artistes hommes et les carrières des artistes femmes. Et donc ça a été un moment de crise qui a déclenché une prise de conscience. Je pense que c'est quand même très souvent comme ça que ça se passe dans les engagements féministes. Et donc bon, en même temps, j'étais quand même très heureuse aussi avec ce deuxième enfant. Voilà, donc j'étais dans les couches et j'avais envie de faire une sculpture fière, une sculpture joyeuse, une sculpture drôle. Et en même temps de dire à mes filles, si l'espace public est à nous, la parole dans l'espace public, il faut la prendre, si on ne nous la donne pas. Une espèce de geste comme ça, très militant, mais sur le ton de l'humour et de la joie. Moi, je trouvais ça
très jolies, les lèvres joufflues de mon bébé fille, enfin voilà. Et en 2012, il a été très bien reçu. Bon, c'était dans le cadre un peu protégé de la FIAC, un événement qui quand même concerne surtout les spécialistes, les gens qui vont déjà dans la galerie, etc. Donc il n'y a pas eu de problème. En revanche, à Nantes, en 2020, c'est-à-dire 8 ans plus tard, là j'ai vu avant même qu'elles ne soient installées, un bad buzz sur les réseaux sociaux. Qui a commencé donc en juin, aussitôt que la communication avait été sur l'événement avait démarré, et des menaces, beaucoup de menaces par courrier, sur internet, des lettres, des pétitions pour pas qu'elles soient installées, des appels au vandalisme, etc., des insultes antisémites. Enfin, j'ai vraiment eu des reproches sur la pédopornographie, enfin, des choses vraiment. Le rapport aussi à la protection du patrimoine, parce que la sculpture est insérée dans une sculpture dans une fontaine de la place Royale à Nantes qui date du 19e siècle. Donc c'est pour certaines personnes aussi dommage de gâcher toute cette beauté en mettant de manière temporaire de l'art contemporain dedans. Enfin, il y a eu vraiment des motivations très, très variées. Moi, je pense que c'est lié parce que c'est un mouvement de backslash après MeToo, parce que voilà, entre 2012 aux Tuileries et 2020 voyage à Nantes, la grande différence, la révolution à laquelle on a assisté, c'était la révolution de MeToo. Et je pense que dans tous ces mouvements, en fait, il y a des backslash, des retours en arrière, et une violence qui s'est exprimée, en fait, qui s'est cristallisée sur cette pisseuse. Voilà, alors que 8 ans avant, il n'y avait pas eu de problème. Donc en fait, ça a été en effet vandalisé. Voilà. J'ai retrouvé l'image que j'avais pas gardée, c'était des paintball. En fait, ils sont venus la nuit du 14 août avec des balles de paintball, et ça n'a pas du tout, ça n'a rien cassé en fait. C'est ça qui est quand même génial avec la céramique, c'est qu'on a pu très bien nettoyer comme on fait la vaisselle, quoi. Voilà, toute la peinture verte est partie. Donc elle est impeccable, elle a été réexposée depuis. Voilà, il y a la résilience de la céramique. Et puis, bon, évidemment, je ne vais pas finir ma sélection d'images là-dessus, parce que c'est quand même, voilà, c'est violent, et je pense que quand effectivement, ça n'a pas laissé indifférent certaines personnes. Et moi, ça ne m'a pas non plus laissé indifférente qu'on fasse ça à cette sculpture, en fait. Ça m'a vraiment... effectivement, le côté publicité, on en parlait tout à l'heure, c'est bien, mais ça coûte quand même. Et cette sculpture-là, donc Vénus polymaste jouissante, c'est ma deuxième fontaine. Donc voilà, j'ai attendu... quelques années avant de faire une deuxième fontaine. Je ne sais pas si Camille, vous êtes au courant, mais je l'ai faite en fait grâce à une conférence à laquelle j'ai assisté, qui était organisée par Aware, où il y avait aussi les filles de la Barbe et les filles des Femmes. C'était dans le 9e arrondissement, dans un lieu... c'était pas ici, ça n'existait pas. Et il y avait Marie Daucher, qui est une militante féministe, qui fait beaucoup pour qui est une association qui s'appelle La Part des Femmes, donc la place des femmes photographes dans le milieu de la photographie, qui est quand même aussi très macho. Et donc, à ce moment-là, elle avait créé un fichier 3D, et elle avait fait une impression 3D du clitoris à l'échelle 1, et qu'elle avait montré à l'occasion de cette rencontre. Et donc, bon, moi, j'avais jamais vu ça. C'était une révélation pour moi.
Je me suis peut-être pas dit tout de suite à ce moment-là, mais en tout cas, j'ai eu envie assez rapidement d'inclure et de travailler et d'inclure ce motif dans une sculpture, d'en faire quelque chose, enfin, moi aussi, à mon tour, de le montrer, de prendre le relais de Marie et continuer de faire exister en céramique quelque part. Donc j'ai fait cette Vénus jouissante. Là, c'est l'exposition à la Villa d'Atrice. Alors je vous montre quand même le clitoris qui est à l'intérieur de la vulve et donc le jet sort donc à l'intérieur et frappe sur les petites bras, sur les petites mandibules du clitoris. Et aussi j'ai regardé aussi un petit dessin animé qui m'avait beaucoup amusé à l'époque que j'avais fait cette pièce-là, qui montrait un clitoris en train de se balader. Enfin voilà, tout ce mouvement, en fait, c'est pour ça que je pense que l'idée du féminisme, c'est quand même toujours collectif, c'est toujours des discussions, c'est toujours des rencontres. J'avais trouvé très drôle comment elle avait animé en fait ce petit clitoris qui était devenu un personnage. Et j'avais envie, moi aussi, de lui donner ce côté un peu anthropomorphique. De toute façon, avec la céramique, quoi qu'on fasse, c'est toujours anthropomorphique. Parce que le matériau est déjà très très proche du corps, c'est déjà le corps. Le pain de terre avec toute cette humidité, cette mollesse. Cette pièce, elle est en ce moment exposée à l'espace Monte Cristo, donc à Paris dans le 20e. Et avec un clitoris qui est vraiment rutilant, archi doré, super bling. Et voilà. Donc l'idée, c'est évidemment de montrer que non seulement il y a l'idée de conquérir l'espace public, mais il y a aussi dans cette pièce, dans cette fontaine-là, la volonté de montrer, de donner à voir la jouissance féminine comme un totem, comme un empowerment, avec ces nichons qui regardent dans tous les sens, comme les poteaux qui donnent des directions. Là, les nichons sont comme des yeux, en fait, ils regardent dans toutes les directions et ils retournent le male gaze. Et là encore, comme l'écrit Monique Wittig dans son texte, tout geste est renversement. Là, c'est aussi l'idée de renverser, de retourner comme un gant le male gaze, et ce sont les nichons, eux, qui, comme des yeux, regardent tout. Voilà, c'est ces seins qui regardent dans toutes les directions, qui renversent le male gaze et qui affirment cette présence féminine et cette jouissance féminine. Avec une idée comme ça de pouvoir et voilà, une sculpture qui se veut très aussi drôle et dans l'affirmation. Voilà. Je pense que maintenant je vais passer la parole à Nicolina. Je vous montre la galerie Campana au Louvre, vous la connaissez sans doute. C'est une salle consacrée à la céramique grecque et notamment à la céramique attique, c'est-à-dire la céramique produite à l'Athènes du 6e et 5e siècle avant notre ère. Alors, tous ces vases qu'on admire aujourd'hui à travers les vitrines, comme s'ils étaient des œuvres d'art, n'ont pas été faits pour être contemplés ou exposés dans un espace consacré à l'art, tel un musée ou une galerie, mais ils avaient une fonction. Ils avaient une fonction précise dans la vie quotidienne des Grecs anciens. Ces vases étaient utilisés dans le cadre du banquet pour le service et la consommation du vin. Ils étaient utilisés pour la toilette du corps, mais aussi pour l'accomplissement des rituels en l'honneur des dieux ou des morts. Alors, ces vases ne sont pas de simples contenants, instruments techniques de la vie quotidienne, ils sont aussi des vecteurs d'images. Vecteurs d'images qui reflètent et véhiculent les valeurs socio-politiques, culturelles et religieuses des citoyens athéniens, mais pas seulement au sein de la cité d'Athènes, mais aussi dans le monde méditerranéen en général, puisque ces vases ont été aussi exportés, notamment en Étrurie, en Italie centrale, où on les découvre à partir du XVIIIe siècle
à l'intérieur des tombes de l'élite locale, de l'élite étrusque. Alors, mon tout premier point concerne le plaisir. Les vases attiques sont des objets de plaisir, plaisir tactile, sensuel, comme je le disais. Grâce à leur forme, ils sont souvent sophistiqués. Ils sont aussi des objets de plaisir visuel, grâce à leur iconographie qui est inspirée de la vie quotidienne et aussi des mythes grecs. Et ils sont aussi des objets de plaisir intellectuel, puisque leurs images font souvent appel au savoir poétique des spectateurs. Sans oublier que ces vases sont vus et maniés surtout dans le cadre du banquet, qui est un lieu de plaisir convivial entre hommes citoyens. C'est très important pour nos affaires. Alors, je commence par ce mastos. C'est un vase à boire qui participe à l'esprit ludique du banquet. D'abord, parce que le banquetteur est invité à manier un sein féminin. Puis, parce que vous le voyez bien, ce vase est aussi pourvu d'une paire d'yeux, des sourcils et d'un nez. C'est-à-dire qu'il peut être vu aussi bien comme un visage que comme un sein. Et c'est-à-dire que c'est un objet hybride, tout comme les satyres qui ornent l'espace sous l'anse. Enfin, vous remarquez qu'il n'a pas de pied. Et le manque de pied fait qu'on ne peut pas déposer les vases avant de l'avoir vidé. C'est-à-dire que le banquetteur doit boire le vin d'un seul trait et tester ainsi sa descente sur le lit. Je ne sais pas sur le lit. Il y a donc dans le maniement de ces vases un plaisir visuel, mais aussi un plaisir tactile et sensuel. Et ça va être davantage évident avec cette coupe. Donc c'est une coupe à boire. Et vous voyez l'extérieur est orné d'un masque de satyre. Vous avez vu, il a des oreilles pointues et il a des yeux carquillés. Et ce regard fascinant, presque fascinant, est redoublé par une énorme paire. Et ce double décor ophtalmique crée l'impression que la coupe est douée de la vue. C'est-à-dire, on a de nouveau un effet de fascination, un échange de regards entre le satyre et le buveur. Et en outre, lorsque le buveur saisit la coupe pour boire et y enfonce son visage, il offre ainsi à son compagnon, à ses convives, un autre visage. Et l'effet d'animation est renforcé par les anses ayant l'air d'oreilles. Et d'ailleurs, en grec ancien, les anses ont les oreilles. C'est ota, c'est les oreilles. Alors, mais il y a davantage parce que il y a ce qui est en forme de sexe masculin. Alors, il devient difficile de manier un tel objet comme un simple récipient. Et en le portant dans ses lèvres, le buveur ou la buveuse est impliqué dans un jeu érotique assez manifeste. Je vous laisse imaginer. Alors, et voilà, l'anthropomorphisation dont tu parlais tout à l'heure, de base, participe à l'esprit ludique du banquet. C'est un lieu de plaisir. Et vous voyez que ces vases sont des objets qui interagissent avec les spectateurs. Il y a des attentes. Donc, lorsque nous, on va dans les salles de musée, on a perdu ces liens intimes avec ces vases. On les voit comme si c'était des tableaux, comme des objets, des œuvres d'art. Ce n'est pas le cas. C'était des objets utilisés, maniés dans la vie quotidienne. Ils étaient vus de près. Alors, je continue avec des vases plastiques. On est entre un vase et vases plastiques. Ce sont des vases en terre cuite, bien sûr, mais on les appelle les vases plastiques. C'est quelque chose entre un vase et une sculpture, une figurine. Alors, il existe une importante série de vases plastiques en forme de tête humaine. Ce ne sont jamais de portraits, mais des types génériques. Et on y trouve exclusivement des femmes, des satyres, des orientaux et des noirs. Alors, de ces systèmes, il n'y a qu'un seul absent, c'est
l'homme blanc, les citoyens. Hein, les citoyens athéniens, comme si ce type de vase plastique visait à confronter le buveur grec avec toutes les formes d'altérité, toutes les figures d'altérité. Et c'est une manière d'interroger pas les gens, mais l'identité politique, civique des Grecs. Alors, oui, ici c'est un arribas, c'est-à-dire que c'est un vase qui contenait de l'huile parfumée. Il était utilisé par les athlètes, les jeunes hommes dans la palestre, au gymnase. Et vous avez deux têtes féminines, une femme noire, une femme blanche, mais le male gaze, le regard masculin, n'est pas très noir, puisque là vous avez l'inscription kalos, qui signifie beau. Donc, et c'est une inscription qui se réfère aux citoyens qui utilisent ce vase, c'est-à-dire aux jeunes athlètes qui utilisent ce vase. Donc, voilà, une petite intrusion, et vous voyez l'inscription est peinte, c'est-à-dire qu'elle a été faite avant la cuisson du vase, hein, elle fait partie du décor. Alors, je continue avec ce double vase, c'est un vase à boire. Donc, d'un côté, vous avez ce visage de noir un peu prognate, hein, et ici, j'espère que vous le voyez, il y a une inscription, cette fois gravée, incisée, c'est-à-dire qu'elle a été faite après la cuisson du vase par le propriétaire du vase. Et qu'est-ce qu'on lit? On lit Timilos est beau comme ce visage. Donc cette inscription, Timilos devait être un contemporain du propriétaire du vase, un convive, un ami. Et cette inscription est certainement soit de l'humour, soit un insulte, hein, puisque pour un grec, un noir ne peut, et en plus prognate, ne peut pas être quelqu'un de beau. Et de l'autre côté, vous avez une inscription je suis Eronassa, très belle. Donc Eronassa est belle, et en effet, l'image canonique de la femme dans la céramique attique est celle d'une femme qui est jeune et désirable. Et j'arrive ainsi à votre deuxième question, Mathilde. Pardon. Vous m'entendez ou ça va? Quelles sont les représentations érotiques qui sont le plus reproduites? Donc, les femmes en général dans la céramique attique sont jeunes et belles et désirables. Ici, vous avez cette scène-là, elle se trouve sur le médaillon d'une coupe à boire, c'est-à-dire que l'image apparaît au fur et à mesure que le banketteur boit le vin. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous êtes allé. Donc, elle est au fond de la coupe. Donc, elle apparaît une fois au fur et à mesure que le banketteur boit. Et il y a un effet de surprise. Je ne sais pas si ça se fait toujours. Par exemple, dans les restos chinois à Belleville, à la fin, on vous amène un petit saké. Et une fois que vous l'avez vidé, il y a l'image d'une femme nue au fond. Et c'est le même principe. On peut avoir des femmes nues ou des jeunes hommes nus, etc. Ici, vous avez une jeune femme qui est en train de respirer un bouton de fleur. Ici, la fleur est une vraie parure corporelle, mais elle est aussi un signe, un idéogramme, qui d'un côté visualise la bonne odeur de la jeune femme, et de l'autre rappelle que celle-ci se trouve à la fleur de son âge. C'est une expression qui existe aussi en grec ancien, à la fleur de son âge. C'est un moment de courte durée où la beauté et le pouvoir de séduction de la femme se trouvent à leur comble. Donc c'est le moment propice pour que la jeune personne, la jeune femme, soit initiée à l'acte érotique dans le cadre du mariage, dans le cadre matrimonial. Alors, cette jeune femme est en âge du mariage et elle a toutes les qualités requises. Le miroir dit au pouvoir de séduction. La corbeille à laine, c'est un signe qui dit son ardeur au travail, appréhendée par les Grecs anciens comme une composante essentielle de l'attrait érotique de la femme. Alors, c'est pas moi, ce sont les Grecs anciens. Hein? Et là, vous avez un lit, le bout d'un lit, qui fait allusion à ces futures rencontres amoureuses. Et en effet, à l'extérieur de la coupe, vous avez une série de tête-à-tête amoureux entre deux hommes d'âge différents et de jeunes femmes. Alors, cette mise en scène des jolies filles vise au plaisir, vise à réjouir les convives. Donc, c'est un vase utilisé dans le cadre du banquet. Alors,
sur ce péliquet, c'est un vase qui contenait soit de l'huile, soit du vin. On a une scène de cour érotique, on y voit une jeune femme debout entre deux admirateurs. Et vous voyez, elle tient une fleur, et entre la femme et l'homme à gauche, il y a cette fleur, enfin, cette plante fleurie qui pousse. Hein. Et ce n'est pas qu'on est à la campagne, là aussi c'est un signe, et c'est un signe qui magnifie les deux personnages, mais aussi le lien de la jeune femme avec son admirateur, avec l'homme en face, c'est-à-dire que la fleur crée entre les deux une tension, une complicité affective qui est pourtant absente entre la femme et l'homme à droite, dont la posture dit clairement qu'il est le perdant dans ce jeu de séduction. C'est-à-dire que c'est un vase qui met en scène le rôle dynamique de la femme dans le jeu de séduction. Et la femme courtisée est libre de son choix. On a d'autres vases où une femme dit non merci, je ne veux pas de cadeau, tu ne m'intéresses pas. Ah, elle ne le dit pas, elle le montre avec ça. Body language. Très bien, merci beaucoup. Alors, sur d'autres vases, ça c'est une cruche. Parce que oui, donc c'est une cruche qui sert à verser du vin. Hein. C'est un vase utilisé par des hommes hein, dans le cadre du banquet. Alors, là, vous avez un jeune homme qui tend une fleur à la jeune femme, 6 fleurs à la jeune femme, et elle, je ne sais pas si vous avez de bons yeux, mais elle est en train de caresser ses cuisses avec une tige florale. Là, il y a une tige florale, elle lui caresse les cuisses, il fait ce qu'elle veut. Donc, mais en tout cas, c'est un geste assez hardi pour une femme. Hein. Et vous voyez, il n'y a pas d'échange de regards entre les deux, il n'y a pas de contact physique, toutes les tensions passent à travers les fleurs. Hein. Et là aussi, la fleur fonctionne comme un signe, comme le signe de l'attirance que de l'attirance réciproque entre les deux personnages. Alors, ailleurs, les rapports hommes-femmes sont plus violents. Alors ici, vous avez Zeus, le dieu Zeus, en train de poursuivre la nymphe Égine. Et ça, c'est un sujet enfin, le sujet de la poursuite ou du rapt amoureux d'une jeune fille par un dieu ou par un héros armé est un sujet très récurrent dans la céramique antique. Ici, la jeune fille poursuivie par Zeus tient une fleur et cette fleur signale une des activités préférées des jeunes filles, la cueillette de fleurs dans une prairie. Et ce n'est pas un hasard car dans la poésie grecque, les prairies fleuries servent de toile de fond pour la poursuite et le rapt des jeunes vierges, de Parthénoï, par des hommes ou des dieux. Vous connaissez sans doute l'histoire de Perséphone qui a été enlevée par le dieu Hadès alors qu'elle était en train de cueillir des fleurs dans une prairie. Voilà, ça c'est le topos littéraire, un topos littéraire très commun qu'on retrouve dans la céramique. Alors, les palmettes que vous avez tout autour, on appelle ces motifs floraux palmettes. Les palmettes servent d'abréviation à la prairie fleurie, de sources littéraires. Et vous avez remarqué que la jeune fille se dirige vers la droite, mais tourne la tête pour regarder son agresseur. Et la palmette tenue par la nymphe, et mesurée à hauteur des yeux, attire toute l'attention du spectateur sur ce face-à-face entre la victime et son agresseur, car pour les Grecs, le désir naît du regard de l'être convoité. Donc la palmette là, elle souligne la force du regard. Alors, c'est une scène violente, hein, de violence, mais qui est très esthétisée, comme vous voyez bien. Alors, sur le pôle de cette hydrie, une hydrie est un vase qui contenait de l'eau, qui pouvait être utilisé aussi dans le cadre du banquet. On a plus ou moins le même schéma. Vous avez le dieu Apollon, c'est Apollon, qui poursuit une jeune fille qui court. Mais là, on observe un petit détail très significatif. Le pétale central de la palmette, plus long
tu le vois, est plus lancéolé et plus long que les autres. C'est un pétale de forme phallique, hein, et de façon qu'il serait impossible de ne pas penser à un jeu visuel entre celui-ci et la manière dont le rameau de laurier est tenu par Apollon. Ce n'est pas que j'ai l'esprit tordu, c'est comme ça. Ce sont des éléments qui reviennent souvent dans la céramique antique. Donc là, je vous montre quelques exemples, mais il y a des centaines d'exemples de base. Et la poursuite vise à l'assouvissement du désir physique du poursuivant, hein, et des métaphores visuelles de ces genres ne doivent pas nous surprendre. Mais on ne le voit pas, mais là il y a une inscription qui désigne Apollon comme Kalos, hein, il est beau, Apollon il est beau, fait que la violence recule devant la beauté acclamée d'Apollon. Encore une fois, une scène esthétisée. Hein. Il est beau, le violon. Alors, toujours, ça c'est une hydrie qui représente une scène extrêmement violente, c'est le sac de la ville de Troie. Et là, ça c'est Priam, le roi de Troie, qui est en train d'être massacré par Neoptolème, le fils d'Achille, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là de l'épaule. Vous avez Ajax qui s'apprête à violer Cassandre, la jeune Cassandre qui était la fille de Priam, du roi Priam. Il n'y a pas de doute que mettre en scène ou même suggérer le viol d'une femme sur un objet de prestige, sur un objet d'usage quotidien, festif ou rituel, est une chose inconcevable pour nous contemporains. Et il n'en est pas ainsi pour les peintres antiques qui ont choisi ce thème du viol de Cassandre pour un certain nombre de leurs productions destinées aux banquiers. On a plusieurs images qui représentent ce viol, dont celle-ci. Et sur ces images, on voit toujours Ajax en train d'arracher la jeune fille de la statue d'Athéna où elle s'est réfugiée comme suppliante. Elle est suppliante. Hein. Elle s'accroche à la statue d'Athéna. Elle est sous sa protection. Il faut toutefois préciser que l'acte du viol lui-même n'est jamais représenté, mais plutôt suggéré. Hein. Le viol est suggéré ici par le comportement agressif d'Ajax, ainsi que par le corps dénudé de Cassandre. Vous voyez, son corps est ouvert, elle est toute nue, hein. Son sexe est exposé, et ça montre son extrême vulnérabilité. Et bien sûr, il a le regard et les gestes effrayés, et tout autour, il y a des femmes qui se lamentent, là, ici, parce qu'elles savent que bientôt sera leur tour. Donc, elles vont devenir esclaves, etc. Alors, il faut aussi noter que les actes désignés comme viol ou agression sexuelle n'appartiennent pas à une catégorie clairement définie par les anciens. Ils n'avaient pas de terme équivalent pour le viol ou pour l'agression sexuelle. Il y avait un mot que les Grecs anciens utilisaient, c'est le mot hybris, que vous connaissez sans doute, hein, qui désigne l'outrage et l'atteinte à l'intégrité d'une personne. Alors, il va de soi que le viol d'une femme n'était pas condamnable comme il est aujourd'hui. S'il y avait condamnation, c'était seulement parce qu'atteindre au corps d'une femme signifiait atteindre à l'honneur des hommes de sa famille, son époux, son frère, son père. Hein? Donc ici, le viol de Cassandre entre précisément dans la logique de la éradication de l'oikos de Priam, de la maisonnée de Priam. Et dans la mise en scène de l'épisode, ce qui pourrait déranger le spectateur antique, c'est moins le viol lui-même que l'affront, l'outrage d'Ajax à l'égard d'Athéna. C'est ça qui dérange, qu'Ajax ose attaquer, agresser la suppliante. La suppliante fait corps avec Athéna, avec la statue d'Athéna. Donc il n'a pas le droit de la toucher. C'est ça qui est dérangeant. C'est là l'hybris, pas le viol, ni l'agression. Et j'arrive à la dernière question que vous m'avez posée. Alors, y a-t-il des bottières en Grèce antique et quelle est leur place? Alors, la réponse est plutôt négative et s'il y en a eu, elles n'ont pas signé leur production.
les noms de potiers dont nous disposons sont tous masculins. Et c'est aussi le cas pour les peintres. Leurs noms sont masculins, même si on peut avoir des doutes sur trois parmi eux, ça pourrait être des noms aussi masculins que féminins. Et dans tous les cas, même s'il existait des femmes peintres, les images de basaltique véhiculent des valeurs propres aux hommes citoyens. L'Athènes du 6e et du 5e siècle est une société androcentrée. Alors, cela dit, il existe ce vase, c'est une hybride. C'est un vase, là aussi, qui contenait de l'eau, qui a été découvert à l'intérieur d'une tombe féminine en Éthiopie. Alors, vous avez une scène d'atelier, c'est un atelier de potier, et vous voyez les potiers ou les peintres sont en train de recevoir les honneurs de Dieu, les honneurs divins. Il y a Athéna et deux Nike qui sont en train de couronner les trois potiers peintres, et elle semble avoir oublié la jeune femme ici, à l'extrême droite. Certes, elle est sur une plateforme, une sorte de, mais elle est toute seule. Elle est en train de décorer un cratère oublié. Voilà. Et il y a un autre fragment de vase, c'est une coupe qui a été consacrée sur l'acropole. Vous avez un métallurgiste, et là vous avez sans doute reconnu un peintre. Il est en train de, là elle est sa main, le pinceau, il est en train de décorer une coupe. Il travaille sous le regard d'Athéna, et à côté de lui se trouve cette femme qui fait ses gestes déictiques. Il y a certains spécialistes qui pensent qu'elle est en train de lui donner des instructions. Moi j'ai des doutes. Hein. Il y a d'autres qui disent que ça doit être une déesse qui est en train de couronner le potier peintre. Peut-être, elle n'a pas d'attribut divin. Donc ça reste un énigme, mais le vase est fragmentaire. Donc voilà. Et donc pour le mot de la fin, je dirais que la céramique attique est une affaire surtout d'hommes et que les images sont le produit d'un regard masculin, un male gaze. Voilà. Merci beaucoup.